Alors, je ne sais pas vous, mais je préfère 1000 fois me faire parachuter n'importe où sur Terre plutôt qu'en plein océan. Car, outre la noyade, plus on s'aventure profondément sous la surface, plus les formes de vie deviennent étranges, voire inamicales. Or, ceci ne date pas d'hier, car à travers l'histoire, chaque époque semble avoir vu naître au moins une ou deux bestioles bien plus terrifiantes que tout ce que l'on pouvait croiser sur la terre ferme. Des documentaires qui résument très bien cela sont les aventures de Nigel Marven, le meilleur docu préhistorique à ce jour. Il y présente les 7 mers et océans les plus mortels de tous les temps, ainsi que tout un tas de charmantes créatures marines. Parmi elles figurent les eaux du Jurassique, dominées par d'énormes pliosaures, des océans du Paléozoïque, infestés de céphalopodes géants et de scorpions de mer, ou encore les mers du Miocène, qui abritaient le plus grand requin qu'ait connu notre planète. Mais tous ces océans font pâle figure face à notre mer du jour. Même les Romonga auraient été préférables. Car oui, cette étendue d'eau était une certaine mer apparue à la fin du Crétacé, un endroit qui abritait de nombreuses créatures qui feraient passer le grand requin blanc pour une sardine. Certaines de ces bêtes apparaissent dans le documentaire, mais beaucoup ne furent même pas mentionnées, malgré le fait qu'elles déclencheraient une irrépressible thalassophobie en chacun de nous. À elles toutes, elles firent de cette mer le pire endroit possible pour aller se baigner dans toute l'histoire de la Terre. Mes amis, bienvenue dans la mer intérieure nord-américaine, plus communément appelée l'aquarium de l'enfer. Même si vous n'avez probablement jamais entendu parler d'elle, il y a des chances que vous ayez déjà marché dessus, ou du moins ce qu'il en reste, si vous avez voyagé aux États-Unis, au Mexique ou au Canada. Car au Crétacé supérieur, cette mer traversait littéralement ces pays, traçant une sorte de canal au milieu de l'Amérique du Nord. Au passage, elle créa 2 semi-continents, l'Aramidia à l'ouest et Appalachia à l'est. Cette situation perdura pendant environ 34 millions d'années, du Crétacé inférieur, il y a 100 millions d'années, jusqu'au début du Cénozoïque, il y a 66 millions d'années. Pendant toute cette période, de nombreuses créatures marines hantaient ces eaux, mais certaines époques étaient bien pires que d'autres. Elle atteint un pic en termes de nope durant le Campanien, au Crétacé supérieur, soit entre 83,6 et 72,1 millions d'années avant notre ère. À cette époque, vous pourriez être très tenté par un bain, car cette mer intérieure était chaude et tropicale. Et il y avait de la place, car elle était large d'environ 970 km à son point maximal et longue de plus de 3200 km, des dimensions étant d'ailleurs assez proches de la Méditerranée. Mais contrairement à Mare Nostrum, elle restait assez peu profonde, avec une profondeur maximale estimée à 900 mètres et 50 mètres en moyenne. Mais là où elle brille, c'est avec la quantité de prédateurs tapis en son sein, certains plus gros et terrifiants que les plus grands dinosaures carnivores du Crétacé. Ainsi, les plus célèbres, et probablement les pires que vous puissiez rencontrer, furent les mosasaures. Ces animaux appartenaient à un groupe aujourd'hui éteint de reptiles marins, certains ayant pu atteindre des tailles démesurées et qui ressemblaient vaguement à nos varans actuels. Cependant, au lieu de pattes, la plupart possédaient 4 nageoires en forme de pagaie et leur corps était long et fuselé, offrant un excellent hydrodynamisme. Selon les genres, certains ondulaient comme des anguilles, tandis que d'autres nageaient comme des requins, ceci grâce à une grande nageoire caudale en forme de croissant. Ils pouvaient ainsi atteindre une vitesse proprement époustouflante. Ces prédateurs auraient dominé la mer intérieure nord-américaine, étant souvent les plus gros carnivores de leur environnement. Pour ne rien arranger, ils étaient armés de dents très efficaces, souvent grandes, tranchantes et parfois même dentelées. À vrai dire, ils étaient tellement prospères en Amérique qu'ils atteignirent un niveau de diversification jamais observé nulle part ailleurs. Plus de 10 genres différents auraient même coexisté simultanément, allant d'une taille de 2 mètres à potentiellement 18 mètres de long. Malgré leur diversité, 3 genres étaient particulièrement communs, Clidastes, Platecarpus et Tylosaurus, ceux-ci représentant la majorité des fossiles de mosasaures datant du Campanien. Le plus petit des 3 était Clidastes, qui d'ailleurs était déjà assez menaçant, certains spécimens pouvant atteindre les 6,20 mètres de long, soit la taille du plus grand Carcharodon carcharias connu. Il était toutefois bien plus mince et lancé, étant sûrement extrêmement rapide et agile. Un corps parfait pour chasser poissons et céphalopodes qu'il pouvait trouver à profusion dans les zones près du littoral. Bien qu'il ne fût pas spécialement adapté pour s'attaquer à des proies de taille humaine, ce mosasaure aurait pu vous causer de très gros dégâts. Et le pire, c'est que ce lézard aurait occasionnellement pu s'aventurer en eau douce, ce qui le rendait encore plus difficile à éviter.
Mais cela commence vraiment à se corser avec Platecarpus, car ce mosasaure très abondant était significativement plus imposant, avec certains individus atteignant les 7 mètres de long pour environ 1 tonne, soit le poids de certains crocodiles, les plus gros reptiles actuels. Avec une telle taille, une rencontre avec Platecarpus aurait sans doute fait paniquer la plupart d'entre vous. Mais ironiquement, ce mosasaure n'aurait pas représenté une si grande menace pour la mégafaune aquatique. En effet, des études sur ses dents montrèrent qu'elles étaient étonnamment fragiles, suggérant une alimentation surtout composée de poissons et de calmars, qui est traquée en eau profonde. Bon, je vous sens un peu déçu, avec ces 2 mosasaures plutôt pacifiques pour débuter. Vous ne vous attendiez pas à ça, non? Mais ne vous inquiétez pas, notre 3e mosasaure le plus commun était un géant pourvu d'un appétit d'ogre, le Tylosaurus. Ce mosasaure ressemblait globalement à tous ses cousins, à quelques différences près. Bon, déjà, les adultes auraient pu mesurer entre 12 et 15,8 mètres de long, soit à peu près la taille d'une baleine à bosse, faisant de lui l'un des plus grands genres de mosasaures connus. Et contrairement à Platecarpus, ses dents n'avaient rien de fragile, avec des adultes possédant jusqu'à 32 paires de grandes dents épaisses, recourbées et finement crénelées, parfaites pour déchiqueter de grandes proies. Grâce à sa taille, Tylosaurus était un véritable tyran des mers, dominant presque tout ce qui vivait au sein de l'aquarium de l'enfer. Visiblement, il chassait tout ce qui passait à sa portée, son contenu stomacal montrant qu'il se nourrissait de plésiosaures, tortues, avialiens, actinoptérygiens géants, requins et même d'autres mosasaures. Il a été proposé qu'il aurait principalement chassé en embuscade, surgissant à grande vitesse des profondeurs, armé de son arme secrète, son rostre. Le museau de Tylosaurus était assez unique, à la fois long et dépourvu de dents à l'avant, suggérant que la pointe aurait servi de lance. Celle-ci était renforcée par des structures absorbant les chocs, faisant de cet animal un véritable bélier vivant. Ces fossiles montrent qu'il s'agissait d'une créature particulièrement agressive, s'attaquant absolument à tout, y compris ses congénères, avec certains spécimens portant des blessures probablement causées par un autre Tylosaurus. Même le terrible Mosasaurus n'était pas à l'abri, un cas assez connu étant le fossile d'un jeune Mosasaurus s'étant fait littéralement exploser le crâne par ce qui semblerait être le rostre d'un grand Tylosaurus. Mais aussi redoutable qu'il puisse être, Tylosaurus n'aurait pas été le roi absolu de ces eaux, le titre revenant à notre cher Mosasaurus. Mosasaurus hoffmanni aurait été le plus gros et le plus grand mosasaure connu, avec des individus pouvant atteindre les 17,10 mètres de long et dépasser les 10 tonnes. À défaut d'un rostre allongé, ce monstre possédait une morsure bien plus terrible. Son crâne était proportionnellement plus large et massif, et portait de grandes dents adaptées pour perforer et trancher. Chaque dent possédait de multiples carènes, améliorant à la fois le tranchant, la résistance et l'adhérence de celle-ci. Sa morsure était aussi bien plus puissante que ses cousins, celle-ci estimée entre 950 et 1100 kg par centimètre carré, soit environ 4 fois celle d'un grand crocodile marin. Pourvu d'un tel arsenal, Mosasaurus détenait le titre du super prédateur ultime de la mer intérieure nord-américaine, avec un régime alimentaire tout aussi diversifié que Tylosaurus. Il aurait aussi chassé en embuscade, utilisant sa puissante queue pour se projeter sur ses proies à toute vitesse. Contrairement aux requins, ces reptiles ne comptaient pas sur leur odorat pour dénicher leur proie, mais plutôt sur leur vue particulièrement acérée qui leur permettait de chasser efficacement nos troubles. Et comme si Tylosaurus et Mosasaurus ne suffisaient pas, d'autres mosasaures tout aussi terrifiants peuplaient ces eaux. Vous aviez notamment le Prognathodon, cette bête étant seulement 25% plus petite que Mosasaurus, et pourvue d'une mâchoire tout aussi dévastatrice. Bien que les mosasaures fussent les maîtres de cette mer, ils ne détenaient pas les mâchoires les plus puissantes de cet écosystème. Ce titre revenait à un autre prédateur géant ayant vécu au sud du continent, ce bon vieux Deinosuchus. Et ouais, en plus d'accueillir les plus grands mosasaures de l'histoire, l'aquarium de l'enfer abritait aussi l'un des plus grands crocodiliens de tous les temps. À l'heure actuelle, les paléontologues ne sont pas sûrs quant à son aire de répartition, mais il fréquentait surtout les estuaires, les baies et les côtes. Il s'aventurait probablement au large de temps en temps, car des fossiles furent découverts au sein de sédiments marins. Dans tous les cas, il vivait des deux côtés de la mer intérieure, et étrangement, il différait grandement en termes de taille selon les régions. À l'est, vous aurez pu observer des individus très nombreux, mais plutôt petits. Et à l'ouest, c'était tout l'inverse, avec des Deinosuchus gigantesques mais plutôt rares, ceux-ci pouvant atteindre les 12 mètres de long. Certes, on est loin des plus grands spécimens de Mosasaurus, mais notre croco géant possédait un corps bien plus robuste,
rivalisant donc en poids avec ces derniers avec une estimation maximum de 8,5 tonnes. Outre sa carrure imposante, son corps était aussi mieux défendu, car tout comme ses cousins actuels, il portait d'épais ostéodermes. Extrêmement épais d'ailleurs, même pour un crocodilien, au point où les paléontologues ayant découvert Deinosuchus ont confondu ses ostéodermes avec l'armure d'un ankylosaure. Cette cotte de maille osseuse était composée de plaques semi-sphériques protégeant son dos, mais servait aussi de point d'ancrage pour de nombreux muscles, facilitant ainsi les déplacements hors de l'eau. Bref, un animal à la fois massif et très résistant. Mais l'atout principal du Deinosuchus fut sa morsure. Jetons un coup d'œil à son crâne. Bien que différent, il ressemblait beaucoup à ceux des alligators modernes, étant très large et épais, parfait pour supporter une immense force de pression, le tout recouvert d'une quantité astronomique de muscles. Tout ceci combiné aurait permis à notre charmant croco de mordre avec plus de force que ce bon vieux T-Rex, celle-ci parfois estimée à plus de 100 000 Newtons, 5 fois la force nécessaire pour compacter une voiture. Son dernier atout fut sa dentition assez spécialisée pour un crocodilien, avec des dents plus longues et pointues à l'avant, et d'autres plus épaisses et moussées à l'arrière. Ceci indique que Deinosuchus devait compter sur ses mâchoires pour littéralement écraser et pulvériser ses victimes, plutôt que trancher comme le ferait un Mosasaurus. Il a été proposé que, tout comme les alligators actuels, il était probablement un prédateur opportuniste, prêt à dévorer tout ce qui passait à sa portée. Mais d'après certains fossiles, Deinosuchus semblait avoir un faible pour les tortues de mer, les grands poissons et les dinosaures imprudents s'approchant trop près du rivage. Les côtes et les eaux peu profondes de la mer intérieure nord-américaine étaient sans conteste le pire endroit possible où piquer une tête. Mais si vous pensiez que prendre le large vous sauverait, eh bien mauvaise nouvelle, car de nombreuses autres horreurs hantaient les eaux plus profondes. Et parmi elles, certaines des plus étranges étaient des animaux pourtant pas si menaçants de nos jours, les céphalopodes. Les céphalopodes du Crétacé, tout comme ceux d'aujourd'hui, étaient présents dans tous les écosystèmes marins, certains d'entre eux occupant des zones assez profondes. Ainsi, même s'ils n'étaient pas aussi massifs ou agressifs que les mosasaures ou ce cher Deinosuchus, certains pouvaient être de redoutables prédateurs. Cette mer vit ainsi apparaître certains des plus grands céphalopodes de tous les temps, rivalisant en taille avec nos krakens actuels, le calamar géant et le calamar colossal. Deux des plus massifs étaient Tussotéutis et Ankoteutis, tous deux membres de la sous-famille des Ankoteutinés. Ces deux animaux sont à première vue très similaires, à tel point que les paléontologues débattent souvent pour savoir à quel genre appartient tel ou tel nouveau spécimen. Ce que nous savons cependant est qu'ils étaient grands, étranges et assez perturbants. Perturbants car ces étranges céphalopodes auraient une apparence assez similaire à nos seiches modernes, mais auraient été plus proches phylogénétiquement des pieuvres. Au stade juvénile, ces animaux auraient été particulièrement vulnérables dans cette mer remplie de prédateurs. Ils auraient même été la base de l'alimentation de nombreux animaux marins, une idée supportée par le contenu stomacal de plusieurs poissons et reptiles. Mais contrairement à la plupart de leurs cousins, ces mollusques ripostèrent, notamment en ayant une croissance extrêmement rapide quand la nourriture était abondante. Ceci est résultat de spécimens pouvant atteindre les 3 mètres de long. Avec une telle taille, ces bestioles pouvaient devenir des prédateurs actifs et renverser la situation en s'attaquant à leur tour aux poissons et éventuellement à de petits reptiles marins. Un peu comme les pieuvres modernes, Tussotetis et Ankoteutis auraient utilisé leurs tentacules couverts de ventouses pour agripper leurs proies, puis les broyer à l'aide de leur bec puissant. De plus, bien que cela ne fût pas confirmé, il est probable qu'ils produisaient aussi de l'encre et se déplaçaient à grande vitesse grâce à leur puissant siphon. Il est évident que pour prospérer dans ces eaux remplies de monstres, ces céphalopodes devaient être particulièrement résilients. Mais ils avaient un défaut majeur, leur faible résistance. En effet, leur corps était principalement mou, très vulnérable face à n'importe quelle attaque. Toutefois, il y avait d'autres céphalopodes bien plus coriaces, le meilleur exemple étant Parapusosia. Bien qu'appartenant à la même classe, ces animaux étaient très différents des deux grosses pseudo-sèches vues précédemment. Parapusosia était membre d'un taxon iconique du Mésozoïque, les ammonites, qui eux seraient ironiquement plus proches des sèches. Tous les membres de cet ordre possédaient une épaisse coquille de carbonate de calcium, un peu comme nos escargots actuels. La seule différence serait l'organisation de celle-ci, avec un assemblage en couches complexes de prismes et de cristaux. Cette coquille offrait une protection assez efficace contre les prédateurs,
et abritait la majeure partie du corps de l'animal qui, chez Parapusosia, était colossal. Ce charmant mollusque détient le record du plus grand ammonite connu, ainsi que du céphalopode le plus lourd ayant jamais existé, surpassant de loin les calamars géants modernes. Le plus grand spécimen connu aurait possédé une coquille pouvant atteindre les 3,5 mètres de diamètre, ce qui pourrait indiquer un poids dépassant les 1,5 tonnes de son vivant. Or, la coquille représentait déjà la moitié du poids total. Et si l'on pouvait dérouler entièrement son corps hors de la coquille, sa longueur aurait pu atteindre les 18 mètres, soit autant que le plus grand requin-baleine connu. Un tel poids lui valut aussi un autre titre, l'invertébré le plus lourd de tous les temps. Malgré cela, cette créature reste bien mystérieuse, car vu que tous les ammonites sont éteints, difficile de se figurer le mode de vie de Parapusosia. Ce que l'on sait cependant est qu'ils étaient présents dans toute la mer intérieure nord-américaine et qu'ils hantaient principalement les eaux proches de la surface, plongeant rarement à plus de 250 mètres de profondeur. Ce qui signifie que, contrairement à nos calamars géants modernes, ces behemoths n'étaient pas durs à observer. Après, mieux valait peut-être ne pas les croiser, car certains chercheurs affirment que Parapusosia pouvait capturer de grands poissons, d'autres céphalopodes et même de petits reptiles marins. Mais d'autres estiment qu'ils étaient de paisibles créatures, se nourrissant surtout d'algues ou de plancton, une alimentation en adéquation avec leur taille qui limitait leur vitesse. Entre les plus gros céphalopodes, mosasaures et crocodiliens de tous les temps, vous commencez à comprendre comment cette mer a reçu son surnom. Et pourtant, nous n'en avons pas encore fini avec les monstres marins, car il nous reste un autre groupe de prédateurs. Des créatures que nous connaissons encore très bien de nos jours, les requins. Ces derniers n'étaient peut-être pas les maîtres de cet enfer bleu, mais ils n'en restaient pas moins très prospères. Ainsi, ils occupaient de nombreuses niches écologiques, aussi bien charognards que prédateurs actifs, et chassant tout type de proie. Comme beaucoup d'animaux marins de l'époque, on note un certain gigantisme depuis l'extinction des pliosaures, et plusieurs espèces présentes dans l'aquarium de l'enfer devinrent parmi les plus grands requins connus. Cependant, contrairement à Deinosuchus ou Mosasaur, les requins géants n'étaient pas forcément très dangereux, tel que l'atteste le plus grand d'entre eux, le Ptychodus. Ce requin lamniforme aurait atteint une taille comparable à notre requin-baleine. Mais contrairement à ce dernier, il n'était pas planctonivore, se spécialisant plutôt en tant que durophage. Autrement dit, il s'attaquait à tout ce qui possédait une coquille ou un exosquelette et n'aurait pas été un très bon voisin pour Parapusosia. Les paléontologues déduisirent cela grâce à ses dents, n'étant ni pointues ni dentelées comme la plupart des requins, mais plates et épaisses, parfaitement adaptées pour broyer d'épaisses coquilles. Et il en avait un paquet, parfois plus de 500, et certaines étaient massives, la plus grande découverte dépassant les 20 cm. Armé de ses dents broyeuses, Ptychodus pouvait sans difficulté réduire en miettes tout type de crustacés, d'ammonites et peut-être même des tortues de mer. Mais tous les requins de cette mer n'étaient pas aussi pacifiques, car le second plus gros était un animal bien plus intéressant, le Cretoxyrina, plus connu sous le nom de requin Ginsu. Cretoxyrina était lui aussi un lamniforme et d'après ses restes, il aurait ressemblé à un grand requin blanc moderne. Il aurait aussi eu une écologie assez similaire, malgré qu'il ne soit pas proche parent. Encore un parfait exemple de convergence évolutive. Il s'agissait donc d'une mauvaise nouvelle pour tous les animaux qui partageaient son environnement, car ce charmant poisson se serait attaqué à tout ce qui bouge. Mais tout comme leurs cousins de l'Albien, les Cretoxyrina d'Amérique semblaient avoir un penchant pour les autres grands prédateurs. Car oui, il semble qu'ils s'attaquaient à de nombreux animaux de la mégafaune, tels que d'autres requins, des mosasaures, des plésiosaures et de grands actinoptérygiens, tous retrouvés au sein de l'abdomen de ces monstres. Un régime alimentaire comme celui-ci indique un comportement extrêmement agressif et nous amène à la question de comment un simple requin pouvait s'attaquer à des mosasaures. Eh bien, ne passons pas par quatre chemins. Ce requin pouvait atteindre une taille colossale, certains spécimens estimés à 8 mètres de long pour 5 tonnes. Et malgré son gabarit, il devait être incroyablement rapide. Cretoxyrina aurait été recouvert d'écailles placoïdes, réduisant ainsi la résistance de son corps à un niveau comparable à celui des requins modernes les plus rapides. Sa nageoire caudale était aussi parfaitement adaptée pour cela, ayant une configuration permettant d'incroyables poussées de vitesse, certains modèles suggérant qu'il pouvait atteindre les 70 km/h. Puis, une fois à portée, les mâchoires du Cretoxyrina rentraient en action, causant des blessures catastrophiques. Celle-ci était tapissée de rangées de dents longues, épaisses, extrêmement tranchantes et souvent plus grandes que celles d'un grand requin blanc. En prime, elles étaient recouvertes d'une épaisse couche d'émail, conçue pour encaisser les collisions.
Certains fossiles confirment cette idée de choc violent, car les os portant des traces de morsures de Cretoxyrina montrent presque toujours des lésions très larges et profondes. Certains de ces fossiles sont d'ailleurs des os de dinosaures, ce qui signifie que même les maîtres du Mésozoïque n'étaient pas à l'abri de cette bestiole. Alors certes, ces deux spécimens, un hadrosaure et un ankylosaure, étaient peut-être déjà morts à ce moment-là, mais l'idée d'un requin mangeur de dinos est assez stylée, je trouve. Cretoxyrina à lui seul aurait déclenché une sévère galéophobie à n'importe qui, mais nous n'en avons pas encore fini avec les requins. En effet, l'un de ses petits cousins aurait été encore plus dangereux pour nous humains, le Squalicorax, ou requin-corbeau. Tout comme les deux requins précédents, Squalicorax était un lamniforme, mais lui était de taille bien plus modeste. La plupart des individus mesuraient entre 1m80 et 4m80, soit à peu près la taille d'un requin-tigre actuel. Et justement, le parallèle ne s'arrête pas là, car ses dents étaient aussi remarquablement similaires, à la fois nombreuses, plutôt petites, recourbées et finement crénelées, parfaites pour trancher et scier la chair et les os. Grâce à une telle dentition, le requin-corbeau pouvait s'attaquer à de nombreuses proies différentes et aurait une alimentation assez similaire au Cretoxyrina, mais ciblant plutôt les juvéniles. Les seules différences majeures avec son grand cousin furent qu'il fréquentait davantage les zones côtières, était plus adepte du charognage, incluant aussi des carcasses de dinosaures. Une autre spécificité du Squalicorax fut qu'il aurait appris à chasser les maîtres des cieux, en d'autres termes, les ptérosaures. En effet, plusieurs fossiles montrent des traces de morsures sur des ptérosaures, notamment le ptéranodon. Ceci suggère que ce requin avait une excellente vision, étant capable de surprendre les ptérosaures au moment précis où il s'apprêtait à attraper un poisson. En parlant de poissons, le requin-corbeau était aussi excellent pour capturer ces derniers, avec plusieurs spécimens retrouvés avec des tas de poissons dans leur estomac. Car oui, il existait une incroyable diversité de poissons actinoptérygiens à l'époque, mais parmi tous, il y en avait un qui sortait du lot. Je pense qu'il est temps d'aborder l'un des plus célèbres monstres de l'aquarium de l'enfer, le Xyphactinus. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom quelque part, ou alors son surnom, le poisson X, car cette gigantesque sardine est très populaire en paléontologie. Il appartenait à un ordre aujourd'hui éteint de poissons osseux, les Ichthyodectiformes, un clade célèbre pour avoir produit certains des poissons les plus hideux et terrifiants qu'aient connus nos océans. Et Xyphactinus ne faisait pas exception, ayant probablement été le plus cauchemardesque du lot. Ce qui le rendit aussi célèbre fut son immonde tête bouffie et large, et bien qu'avec une telle trogne, il n'aurait pas eu sa place à Miss France, elle aurait été très utile pour autre chose, tuer. En effet, Xyphactinus était un prédateur redoutable, ceci grâce à ses mâchoires extrêmement flexibles, lui permettant d'avaler presque tout ce qui pouvait entrer dans sa gueule. Soit beaucoup d'animaux différents, puisque les adultes pouvaient atteindre entre 5 et 6 mètres de long. À cette taille, Xyphactinus aurait aisément pu avaler des proies de taille humaine, ceci montré par un célèbre fossile montrant un poisson d'1,90 m retrouvé entier dans l'estomac d'un de ces monstres. Et ce n'est pas un cas isolé, car plus d'une douzaine d'autres spécimens de poissons X furent retrouvés avec de grandes proies dans leur estomac. Et si quelque chose était trop grand pour être avalé d'un coup, pas de souci, car ses dents fines et tranchantes lui auraient aussi permis de trancher des morceaux qu'il aurait ensuite pu avaler. Ce poisson à tête de bulldog fut la dernière créature que vous auriez voulu croiser, car les autres prédateurs vus plus tôt, vous aurez peut-être ignoré. Avec le Xyphactinus, nous arrivons à la fin de la longue liste des créatures qui firent de cette mer un véritable aquarium de l'enfer. Bien sûr, il existait de nombreuses autres créatures peuplant ces eaux, avec tout un tas de reptiles marins crustacivores ou piscivores, mais rien de particulier pour l'époque. Toutefois, il serait dommage de ne pas mentionner un taxon iconique du Mésozoïque, les plésiosaures. Tout comme les mosasaures, ces créatures avaient 4 nageoires assez efficaces, mais la ressemblance s'arrête là, car les plésiosaures avaient généralement un corps assez plat et large, une petite queue, et certains genres possédaient un cou ridiculeusement long. Pour tout vous dire, certains avaient les coups les plus longs, proportionnellement, de tout le règne animal. Pour nager, ils auraient battu des nageoires comme les tortues de mer, et resté plutôt au sein des zones les moins profondes. À l'heure actuelle, plusieurs genres bien différents furent retrouvés au sein de cette mer, la majorité étant des plésiosauroïdes, mais quelques polycotylides furent aussi retrouvés. Ainsi, la plupart des plésiosaures de l'époque étaient de sacrés morceaux, la plupart dépassant les 5 mètres de long. Et les deux plus grands furent Elasmosaurus et Albertonectes, tous deux pouvant dépasser les 11,60 m de long.
Avec une telle taille, il n'est pas étonnant que ces animaux aient le plus long cou de tous les animaux marins, avec Elasmosaurus ayant le plus grand nombre de vertèbres cervicales de tous les animaux connus. Cependant, malgré leur air peu amical, ces reptiles marins n'auraient pas représenté une menace pour les humains. Ils étaient en effet spécialisés pour chasser de petites proies agiles, ceux-ci mis en lumière par leur cou fin et leur dentition. Il a notamment été proposé qu'ils avaient une méthode de chasse assez unique, plongeant leur petite tête au milieu des bancs de poissons. Ainsi, ils passaient incognito au milieu de leurs proies pour les prendre par surprise. Toutefois, il devient évident que ces créatures étaient d'excellents pêcheurs, car les dents des plésiosauroïdes étaient orientées pour former un véritable piège. Outre les poissons, certaines espèces auraient pu se spécialiser pour se nourrir de gastéropodes, de bivalves ou de céphalopodes. Donc même s'ils n'étaient pas des monstres du fond des mers, ces animaux jouèrent un rôle majeur au sein de la mer intérieure nord-américaine, ceci montré par leur forte diversité. Ce qui nous amène à la question, mais où sont donc passés tous ces animaux, disons, plus ou moins amicaux? Eh bien, certains auraient lentement décliné, comme Deinosuchus, et d'autres évoluèrent en de nouvelles espèces, comme les mosasaures ou les plésiosaures. Car oui, au cours de la fin du Crétacé, cette mer était lentement en train de rapetisser. Mais ce qui scella le sort de tous ces animaux fut un certain événement ayant eu lieu il y a 66 millions d'années. L'Amérique du Nord fut particulièrement impactée, c'est le cas de le dire, car la météorite frappa littéralement juste à côté, au Mexique. On retrouva notamment des poissons avec de l'iridium dans leurs branchies. Rien que les gigantesques tsunamis auraient pu anéantir une bonne partie de la biodiversité de la mer intérieure nord-américaine. Cet événement extermina la totalité des monstres marins vus aujourd'hui, détruisant à jamais cet aquarium de l'enfer. Mais ne vous en faites pas, de nouvelles créatures enterrent les eaux du Cénozoïque, certaines tout aussi terrifiantes que les reptiles géants. Merci de votre attention, et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.